Mesdames et messieurs, chers collègues, nous reprenons notre séance après cette interruption qui nous a permis d'accueillir les jeunes du CAVL. Merci de votre présence. Vous êtes sur la dernière rangée. Vous aurez à intervenir tout à l'heure. J'accueille également, avec beaucoup de plaisir à mes côtés, Madame Florence Dubessy, donc vice-présidente, bienvenue, vice-présidente de notre conseil régional en charge des lycées. Madame Virginie Bazin, chef de mission emploi, formation et jeunesse, qui représente ici Monsieur le préfet de région. J'accueille également Monsieur Philippe Carrière, inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale, qui représente notre recteur Olivier Dugrip. Léda Carré, donc, qui est la déléguée académique de la vie lycéenne et collégienne de l'Académie de Lyon. Madame Muriel Torkaski, déléguée académique à la vie lycéenne et collégienne à l'Académie de Grenoble. Madame Sandrine Menduni, déléguée académique à la vie lycéenne et collégienne de l'Académie de Grenoble. Et à l'autre bout de la table, Laurent Riotter, directeur de l'Institut d'Auvergne-Rhône-Alpes du développement des territoires à l'Université de Clermont-Ferrand. Et avant de vous céder la parole, mesdames et messieurs, en quelques mots, je souhaite rappeler la genèse de ce Césaire des jeunes que nous avons créé il y a maintenant 3 ans, avec bien évidemment le soutien très actif du recteur Dugrip, que je remercie pour son implication dans ce projet, ainsi que celle de ses collaborateurs. Nous avions donné le coup d'envoi de cette expérience inédite dans d'autres Césaires à ma connaissance, lors de notre assemblée plénière. Alors, le temps passe vite et le Covid est passé par là. C'était en janvier 2020, en présence du recteur, en présence de la vice-présidente de la région, qui était Madame Berthoud à ce moment-là, et de plusieurs jeunes qui étaient venus en personne témoigner de leur intérêt pour cette démarche et partager avec nous leurs préoccupations. Entre-temps, le Covid a apporté les importantes perturbations que l'on sait, mais le projet Césaire des jeunes a perduré à travers 2 grandes enquêtes en ligne qui ont été conduites auprès des lycéens. L'une sur les conditions, ce qu'il avait appelé d'une cantine plus éco-responsable, dont les principaux enseignements ont fait l'objet d'une présentation devant le Césaire en novembre 2020. L'autre sur le lycée de demain, qui a été réalisé auprès des lycéens de mi-janvier à mi-février 2022, et dont nous allons découvrir les conclusions dans quelques instants. Voilà donc ce rappel rapide pour savoir d'où on vient et comment on souhaite le faire. Donc, l'un de nos partenaires principaux, c'est bien sûr, je l'ai évoqué, le rectorat, avec son représentant aujourd'hui, qui est Monsieur Philippe Carrière, à qui je vais céder la parole. Monsieur Carrière, vous avez la parole. J'ai réussi à trouver le bouton, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, Mesdames et Messieurs, dans vos fonctions et qualités, permettez-moi dans un premier temps d'excuser l'absence de Monsieur le Recteur Olivier Dugrip, retenu par d'autres obligations cet après-midi. Il m'a demandé de vous dire 2 mots. Pour vous dire l'intérêt qu'a le recteur pour cette initiative du Césaire des jeunes. Ça existe nulle part, vous le savez, ça existe dans votre région, s'il n'en existe pas d'autres. Intérêt à double titre. D'abord parce que les jeunes, dans leur globalité, ont toujours un regard très distancié de ceux qui prennent les décisions, au rang desquels, évidemment, le conseil régional, dans toutes ses délibérations. Mais le Césaire, c'est aussi un moment de consultation des jeunes, de faire comprendre aux jeunes comment nos institutions fonctionnent. Et ça, c'est essentiel. Il y a des instances pour cela dans les établissements scolaires. Il y a le CAVL, que vous dirigez, Madame la déléguée académique. Tout ça pour expliquer aux jeunes le fonctionnement de nos institutions. Mais le deuxième aussi vertu du Césaire des jeunes, c'est faire comprendre aux mots d'adultes
au rang duquel évidemment nous faisons tous partie dans nos fonctions et nos responsabilités, du regard qu'ont les jeunes sur le fonctionnement de nos institutions. Ils peuvent nous apporter beaucoup. On dit beaucoup souvent des jeunes, on parle de la jeunesse, etc. Et parfois dans des termes qui sont teintés un peu de péjoratisme, si vous me permettez. Or, dans les jeunes, dans les établissements scolaires, il y a un foisonnement d'idées. C'est la jeunesse de demain qui seront nos concitoyens, qui, un jour ou l'autre, exerceront les fonctions de responsabilité qui sont les nôtres. Et à cet égard, il est important aussi d'entendre leur regard, ce qu'ils peuvent nous rapporter. Et l'enquête que vous avez mise en ligne, le lycée de demain, et si eux, ils avaient des bonnes idées sur ce que pourrait être le lycée de demain. Évidemment, on est dans nos responsabilités. Le conseil régional, évidemment, au rang des lycées. Permettez-moi, madame la vice-présidente, de vous remercier pour tous les travaux qui sont faits. J'ai l'occasion d'aller dans les lycées et de voir tout ce qui est fait pour les lycéens. Permettez-moi de vous en remercier. Que ce soit des nouveaux lycées, des restructurations, des améliorations. Je sais l'attention que porte monsieur le président et toute son équipe au lycée dont vous avez la responsabilité. Mais en même temps, les jeunes peuvent nous apporter un regard par rapport à cela. Et si on inventait, et s'ils nous permettaient d'inventer le lycée autrement pour qu'il soit plus performant simplement, et qu'il permette, au-delà de nos responsabilités, d'amener un plus grand nombre de jeunes vers la réussite et l'insertion professionnelle future. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais dire là-dessus. Je trouve ça une excellente initiative, et ils vont vous bluffer. Parce que j'en ai entendu un certain nombre, je ne sais absolument pas ce qu'ils vont vous dire tout à l'heure. Et je ne sais pas quelle restitution ils vont faire de l'enquête en ligne que vous avez mis. Tout ce que je sais, c'est que certains parmi eux, je les ai entendus publiquement, et parfois à la préfecture, même dans les grands salons dorés de la préfecture, et parfois les propos qu'ils peuvent tenir et le regard qu'ils portent, le regard réflexif qu'ils portent sur nos actions, permettra d'enrichir nos réflexions. Merci et bon après-midi à toutes et à tous. Merci, monsieur l'inspecteur d'académie. Je me tourne vers notre vice-présidente en charge des lycées, madame Dubessy, vous avez la parole. Merci, monsieur le président, monsieur l'inspecteur, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, et puis tous les jeunes qui sont présents ici au sein de cet hémicycle à l'hôtel de région Auvergne-Rhône-Alpes de Lyon. Je suis vraiment ravie d'être ici et d'accueillir ce Césaire des jeunes pour plusieurs raisons. D'abord, puisque c'est, vous l'avez compris, ma délégation qui s'occupe des lycées, des actions éducatives, mais aussi en tant que professeur des écoles. Voilà, je sais que la parole que l'on tend aux jeunes, bien souvent, est riche d'enseignements, et c'est pour ça que en fin 2019, sous la présidence de Madame Berthoud, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, la région a lancé un appel à projet aux lycéens qui s'appelle « Imaginons le lycée de demain ». Et leur a permis de s'exprimer sur ce qu'ils attendaient voilà, de leur lycée du futur. Et nous avons pris leurs paroles et leurs remontées très au sérieux, puisque à l'issue d'un jury où ils ont imaginé leur lycée de demain, 3 projets ont été retenus sur 3 lycées différents, Rieux-la-Pape et puis 2 autres lycées sur Lyon. Et une enveloppe budgétaire avait été dédiée pour la réalisation de ces 3 projets, donc qui ont vu le jour et qui ont vu se concrétiser les propositions de ces jeunes. Et puis, ça ne s'est pas arrêté là, puisque fort de ces remontées, de ces souhaits de nos jeunes lycéens sur leur lycée, nous avons tenu compte de leurs remarques dans nos référentiels que nous mettons en place à nouveau en 2021 dans les nouvelles constructions de nos bâtiments, dans nos nouveaux lycées et nos nouvelles restructurations qui sont nombreuses. Vous l'avez rappelé, monsieur l'inspecteur, et je vous en remercie. Donc c'est une parole qui nous est chère, dont on tient compte. Et puis, dans notre prochain projet d'investissement, nous tenons compte aussi de toutes les remarques qu'ils nous ont faites, puisque c'est dans ce cadre que
nous avons orienté, même avant la crise énergétique, nos actions pour les futurs bâtiments sur l'énergie, sur le développement durable, puisque c'est une question qui leur est chère, sur le confort d'usage au quotidien également, ou sur l'amélioration des outils et des espaces. Et nous en reparlerons, je pense, suite à vos propositions en fin de séance. Voilà, cette introduction pour vous dire que, et là je m'adresse directement aux jeunes, votre parole compte, la région a su la prendre en compte, et j'espère que c'est ce que nous pourrons faire voilà, avec ce Césaire des jeunes pour de nouvelles propositions que j'ai hâte de découvrir et de discuter avec vous. En tout cas, un très grand merci à vous tous. Merci Madame la Vice-Présidente. Et je me tourne maintenant vers Jacques Cadario, qui est le troisième vice-président du Césaire, et puis de Sandrine Stojanovic, qui est vice-présidente en charge des territoires, qui sont tous les deux fortement impliqués sur la question du Césaire des jeunes. Et je vous cède la parole dans l'ordre que vous souhaitez. À vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur l'inspecteur académique, Madame la vice-présidente de la région, Mesdames les délégués académiques et Mesdames et Messieurs les conseillers, et vous tous, Messieurs et Mesdemoiselles, les jeunes à la vie lycéenne. Alors, je suis très honoré d'ouvrir cette session consacrée au Césaire des jeunes, très honoré d'autant plus que je n'étais pas à l'origine de cette démarche qui a été initiée par notre président Antoine Quadrini, je crois en 2019, et que l'on peut vraiment saluer. Remercier également Sandrine Stojanovic, ici présente, pour son travail et son implication dans ce projet. La volonté des jeunes à intervenir et à s'impliquer dans notre vie politique de notre société est vraiment à saluer, sachant que toutes ces mesures prises aujourd'hui influeront certainement sur leur vie quotidienne de demain. Nous ne pouvons donc que saluer et encourager cette démarche. Nous ne doutons pas également que tous les vice-présidents de la région porteront la plus grande attention à toutes leurs préconisations et essaieront de au maximum donner satisfaction à leurs demandes. Mais je vais laisser la parole à Sandrine pour vous présenter les résultats du travail qui a été effectué. Merci Jacques. Monsieur le Président, Monsieur l'inspecteur académique, Madame la vice-présidente, Mesdames les délégués académiques, Messieurs et Mesdames les conseillers, Messieurs et Mesdames les jeunes à la vie lycéenne, nous souhaitons rappeler très brièvement la démarche que nous avons utilisée et l'idée que nous avons retenue par rapport au questionnaire. Lors de la première édition du Césaire des jeunes, la taille de la région Auvergne-Rhône-Alpes nous avait obligés à nous interroger sur l'organisation de cette instance dédiée à la jeunesse, avec le souhait de pouvoir conduire la consultation envisagée dans un délai circonscrit, tout en maîtrisant les coûts engendrés par cette opération. Dans ce cadre, les lycéens des 3 académies avaient été associés au débat public par le biais d'un questionnaire en ligne sur la thématique de l'alimentation éco-responsable qui a fait l'objet d'une restitution lors d'une assemblée plénière dématérialisée du Césaire en novembre 2020 et à laquelle participait la vice-présidente du Conseil régional en charge des lycées. Dans le droit fil de l'édition précédente, le Césaire a souhaité poursuivre le partenariat avec les 3 rectorats par le biais des 3 CAVL et, avec l'appui des délégués académiques à la vie lycéenne, inviter à nouveau les lycéens et lycéennes à un débat public sur le lycée de demain par le biais d'un questionnaire en ligne, comme cela avait été le cas en 2020. Le lycée de demain doit permettre d'accéder à une éducation de qualité, dans un cadre de vie favorable aux apprentissages, dans un environnement scolaire favorable au bien-être, dans un cadre permettant de se sentir en sécurité, sans discrimination, au sein d'un établissement égalitaire. L'objectif de ce questionnaire était donc de porter les idées des jeunes de notre région sur le lycée de demain, afin d'avoir, après dépouillement, des pistes d'orientation et d'en tirer des préconisations concrètes
adressé au Conseil régional. Ce questionnaire élaboré en partenariat avec les jeunes a été mis en ligne et envoyé par le rectorat au lycée. Un courrier expliquant le but de la démarche, co-signé par les 3 recteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le président du Césaire, a été adressé aux chefs d'établissement. Ainsi, tous les lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été destinataires de ce questionnaire et ont utilisé dans chaque établissement le réseau des élèves élus dans les conseils académiques de la vie lycéenne pour diffuser le questionnaire. Nous avons reçu près de 3200 questionnaires complétés et exploitables, soit pratiquement le double qu'en 2020, ce qui est un excellent résultat. L'analyse des réponses s'est faite par le biais de l'IADT, je le rappelle, qui est l'Institut d'Auvergne-Rhône-Alpes pour le développement des territoires et dont nous allons entendre les principales conclusions dans quelques instants. Merci. Merci de ces précisions sur le déroulé. Donc je me tourne maintenant vers Mesdames Carré, Mendouti, Tokarski, dans le rôle de délégués académiques, respectivement Lyon, Grenoble et Clermont. Je me tourne vers vous, vous donne la parole pour vous demander quelques précisions, que tout le monde soit au même niveau d'information sur le fait de savoir comment s'est déroulée cette enquête, comment elle a été investie par les jeunes. Je vous donne la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors effectivement, donc je me présente Léda Carré, déléguée académique à la vie lycéenne et collégienne pour l'Académie de Lyon. Je laisse mes collègues se présenter. Sandrine Manduni pour DAVLC pour l'Académie de Grenoble et Muriel Tokarski pour l'Académie de Clermont-Ferrand. Donc sur nos 3 académies, nous avons diffusé le questionnaire auprès des établissements à travers les sites officiels académiques. Nous avons incité les établissements à organiser des débats, notamment avec les conseils de vie lycéenne, afin que puisse s'établir un dialogue autour de la thématique de ce nouveau questionnaire. L'idée était que nos élèves élus ont besoin de l'avis de tous les lycéens, donc s'adresser à un maximum d'élèves était important. Aujourd'hui, on est ravis qu'à nouveau les élèves puissent avoir une audience auprès du Césaire. Pour nous, c'est mettre en place une éducation à la citoyenneté qui va de l'élaboration d'une idée jusqu'à porter l'idée devant une assemblée et peut-être voir l'exécutif s'emparer des propositions faites par les jeunes. Donc très sincèrement, merci pour accueillir à nouveau le Césaire des jeunes dans vos locaux. Merci. Donc, d'autres précisions ? Non ? Bien, donc merci pour ces différents éclairages. Donc je vais me tourner de l'autre côté, à ma gauche, avec monsieur Laurent Riotor, directeur de l'Institut d'Auvergne-Rhône-Alpes du développement des territoires, IADT, qui va partager avec nous les principaux enseignements extraits des réponses à cette enquête que l'Institut qu'il dirige a dépouillé pour la seconde année consécutive. Voilà. Donc, monsieur Riotor, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous, et chers collègues, puisqu'on reste toujours un peu membre du Césaire tout au long de sa vie. Donc, voilà. Je vais donc vous présenter les résultats de ce questionnaire, de façon très, très factuelle, et puis viendra ensuite le temps des propositions concrètes que les jeunes et lycéens ont retenues à partir de ces éléments, encore une fois, de base du résultat du questionnaire. Alors, ça a été dit, je ne sais pas si ça a été dit tout à l'heure, le questionnaire, j'y reviens très brièvement, il a été co-construit entre les différents partenaires évoqués. Il a été mis en ligne donc un mois, on va dire, en début d'année 2022. Et donc nous avons eu 3161 questionnaires complets qui ont pu être
traités. Et donc, ça a été dit, hein, c'est un chiffre qui est quasiment le double de la précédente enquête, qui s'était tenue à la même période, c'est-à-dire avant la phase Covid. Hein. Donc, c'est assez révélateur d'un intérêt sûrement qui s'est accru depuis cette phase. Le questionnaire, sans revenir sur le détail, hein, il était inspiré donc des objectifs de développement durable des Nations Unies et avait été construit, et je vais reprendre un peu ces thèmes, autour de 3 thématiques majeures. Donc les enjeux liés, on va dire, plutôt au cadre de vie et l'importance de ce cadre de vie scolaire favorable aux apprentissages. Une deuxième thématique qui était plutôt liée au bien-être des lycéennes et des lycéens, et une troisième thématique qui renvoyait à des enjeux de sécurité, de lutte contre toute forme de discrimination, voilà, et permettant la participation, l'épanouissement égalitaire des élèves. Alors, d'abord, quelques mots très succincts sur, on va dire, la représentativité de ce questionnaire. Je dirais que là, évidemment, on n'a pas l'ensemble des lycéens de l'académie qui ont répondu, hein, évidemment. J'allais dire heureusement pour le traitement, mais nous avons un échantillon, on pourrait dire un sondage tout à fait intéressant et représentatif, d'autant que aux questions voilà, binaires qui étaient dans ce questionnaire, oui, non, enfin, s'ajoutaient des questions ouvertes qui permettaient de recueillir les impressions, les discours des élèves. Alors, ce qu'on peut dire pour les répondants, c'est qu'on a une très forte participation des filles, hein, puisque 65%, les 2 tiers quasiment des répondants sont des répondantes à ce questionnaire. Les 2 tiers des réponses proviennent de lycées d'enseignement général et technique, mais aussi avec une représentation intéressante des lycées polyvalents et des lycées professionnels. En termes de retour, si je puis dire, géographique, l'ensemble de la région est représenté, l'ensemble donc des 3 académies est représenté, même s'il y a alors les camemberts sont pas très lisibles, mais peu importe, même si on peut relever un bon retour du Rhône et de la métropole lyonnaise, une surreprésentation de la Loire et de l'Auvergne. Donc vous voyez, presque l'Académie de Clermont-Ferrand représente près de 30% des répondants, dont le département de l'Allier détient un peu la palme, et une sous-représentation de l'Ain, de l'Isère, des Savoies et de la Drôme. On va dire qu'il y a eu un peu moins de retours du côté de l'Académie de Grenoble. Alors, pour rentrer maintenant dans le vif du sujet et sur ces enjeux de cadre scolaire et sur les équipements des établissements, bon, quelques idées à retenir. D'abord, environ 80% des élèves considèrent que l'aménagement de leurs espaces, on va dire, contribue à un environnement tout à fait propice au travail. 83% des élèves disent accéder facilement à des lieux de travail en autonomie, hein, en dehors des autres types d'espaces. Par contre, pour voilà, un 5e des lycéens qui se déclarent insatisfaits, les motifs d'insatisfaction relève plusieurs éléments. D'abord, l'absence ou le manque d'espace, on va dire encore suffisant, de travail en autonomie, des espaces qui sont insuffisants ou trop étroits, et puis un thème sur lequel on reviendra, et je crois que les lycéens y ont réfléchi aussi, celui de l'isolation thermique et ou phonique, qui semble être un enjeu, même si encore une fois, vous voyez, c'est seulement 10% des lycéens qui en parlent. Autre point d'insatisfaction pour un tiers des lycéens, la présence de CDI et de salles de permanence qui ne seraient pas suffisantes, hein, en dimension, on va dire. Voilà, donc quelques éléments sur ces équipements.
S'ajoutent en matière de ce que j'ai appelé de petits équipements, des lacunes. Alors 7 élèves sur 10 considèrent qu'il manque des mobiliers permettant d'ajuster l'aménagement des salles, justement pour travailler davantage en autonomie ou pour diversifier leurs activités. De même, les établissements apparaissent dans ces retours de questionnaires inégalement adaptés aux besoins numériques. Des manques sont signalés dans les salles de cours, mais par contre, les CDI, les salles informatiques, sont convenablement dotées pour les 3/4 des lycéens. La qualité de la connexion Wi-Fi est insatisfaisante pour quasiment 80% des élèves et le réseau interne est encore insuffisant pour quasiment 6 élèves sur 10. Je crois que c'est une thématique dont le Césaire se saisit aussi, ces enjeux du numérique. Voilà, j'ai remis là quelques données chiffrées, mais je n'insiste pas. Concernant maintenant la thématique du bien-être des lycéens, on a vu les enjeux d'équipement, considérant donc cette question du bien-être, et qui peut déboucher sur des propositions concrètes d'amélioration. Bon, ce que l'on peut retenir, c'est que plus de 80% des lycéens de la région se sentent bien dans leur établissement. Voilà, c'est un résultat important. J'ai ici ajouté l'exploitation donc des questions ouvertes à travers un nuage de mots de ce qui rejoint ce bien-être. Hein. Vous voyez un peu les thématiques qui apparaissent. Les points forts, plus dans le détail, on va dire, dans ce bien-être, c'est l'atmosphère de l'établissement, encore une fois propice au travail, ambiance agréable, autonomie, liberté, calme, sécurité, entente et amis, entraide. Alors il y a d'autres éléments qui renvoient évidemment au-delà du bâtiment, de l'établissement, qui renvoient à la relation humaine entre nos jeunes. Donc l'atmosphère, la qualité même du lieu, taille, espace disponible, architecture, bâtiment rénové ou neuf, aménagement de salles de CDI ou de foyer, de bonnes relations humaines avec les enseignants, les personnels et équipes des lycées. Certains lycéens retiennent notamment la capacité d'écoute et de bienveillance qu'il leur est accordée. Un quatrième point fort, c'est l'environnement des établissements, le cadre général, la proximité de la ville, son accessibilité. Par exemple, la proximité avec la gare est très souvent citée. La présence d'extérieurs verts, parcs, cours, sont également évoqués. Et puis la présence d'équipements sportifs et culturels. De l'autre côté, en termes de points plus faibles, alors en soulignant tout de suite que ces points faibles sont beaucoup plus rares, parce que voilà, les points forts sont cités plus de 100 ou 200 fois par les lycéens, alors que vous voyez les points faibles sont cités une dizaine, une vingtaine de fois. Donc vous voyez une échelle très très différente. Alors, en termes de nuages de mots, on va retrouver des éléments qu'on a évoqués juste avant. Il y a la question de l'aménagement des locaux et des espaces de travail, parfois vieillis. Il y a le thème majeur de l'isolation thermique et phonique et les enjeux autour du chauffage. Et je vous rappelle, les réponses étaient au mois de janvier. On était avant la crise que nous connaissons, la pression psychologique sur les études en termes de stress qui revient sur un certain nombre de réponses. Et donc c'est un enjeu, je pense, important, et parfois les défis de communication avec les équipes pédagogiques et administratives. Les équipements numériques, on en a parlé juste avant, et puis un enjeu qui revient après le premier questionnaire des jeunes sur la restauration. Il y a notamment un manque qui est regretté très majoritairement par les élèves, vous voyez 73%, c'est la présence d'une cafétéria qui serait accessible toute la journée et hors temps de restauration de midi. Voilà, donc quelques éléments de points forts et de points faibles qui peuvent nourrir évidemment la réflexion et les propositions. Alors en termes de propositions, une question qui permettait d'évoquer un peu ça. Donc on va retrouver l'idée de proposer davantage de cafétérias ouvertes, on va dire, de salles de repos, relaxation. Voilà, c'est peut-être le stress
qui renvoie à cette proposition, des salles de jeu ou d'activités sportives et artistiques, hein, et dans la diversité des activités artistiques notamment, hein, on a des textes qui l'expriment. Des CDI peut-être offrant de nouvelles fonctionnalités, hein, j'allais dire la bibliothèque d'autrefois et peut-être passer un peu de mode pour quelque chose de différent. Et puis la verdure, les jardins en extérieur qui sont plébiscités. Dernier élément sur ce bien-être, les lycéens reconnaissent bénéficier d'une grande diversité d'activités extrascolaires, qu'elles soient sportives, théâtrales, musicales, artistiques, et vous voyez relevant de champs extrêmement divers. 5% des répondants signalent également l'existence d'espaces de type Fab Lab, hein, voilà, mobilisant le numérique dans leur établissement. Alors le pourcentage est faible, mais ça témoigne d'équipements assez innovants, hein, dans certains établissements, y compris professionnels. 61% des lycéens déclarent disposer aussi d'espaces conviviaux et ludiques. Par contre, vous voyez, un peu moins de la moitié des conseils pour la vie lycéenne disposent d'un local et bien souvent ce local est partagé, ce bureau est partagé. Voilà, alors les lycéens jugent, je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir davantage de végétaux à la fois à l'intérieur en particulier et à l'extérieur, mais vous voyez, on retrouve ce chiffre autour de 80% d'extérieur bien doté en verdure. Enfin, dernier point de l'enquête, les enjeux autour de l'égalité, la sécurité et des enjeux de participation à la vie des établissements. Alors, je vais passer vite sur ces éléments factuels, hein. Les établissements sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite pour environ 70% des répondants. Mais parfois, il faut faire le circuit concret pour se rendre compte peut-être de certaines limites qui tiennent peut-être dans ces 30%. Ils disposent de sanitaires suffisants, mais par exemple, l'équipement distributeur de protection périodique ou de préservatifs est plus modeste. La présence d'espaces extérieurs partagés, c'était une question qui a suscité d'ailleurs des taux de réponse plus faibles. Peut-être que la notion de que sont ces espaces partagés n'a pas été comprise par tous les lycéens, mais on va dire que voilà, la majorité considère qu'ils ont accès à ces espaces et le tout sans discrimination. Près de 9 élèves sur 10 se sentent en sécurité dans leur établissement, hein, même si certains évoquent parfois un sentiment de contrôle, mais en tout cas la dimension qui ressort vraiment du questionnaire, c'est ce sentiment de sécurité. Et puis par contre, peut-être une surprise, enfin pour ma part en tout cas, c'est que moins de 10% des lycéens déclarent avoir été sollicités pour donner leur avis sur l'aménagement même de leur établissement, même si certains reconnaissent avoir été questionnés par leurs camarades participant donc au CVL. Voilà, il y a sûrement là aussi des pistes d'action à tenir dans les années qui viennent. Alors, concernant ces enjeux de discrimination, insister un tout petit peu, voilà, même si ces formes au pluriel de discrimination apparaissent très minoritaires, hein, un élève sur 10, mais compte tenu du nombre de répondants, c'est pas un chiffre complètement anecdotique, hein, loin de là. Ces formes de discrimination sont issues principalement d'autres élèves, plus rarement des enseignants ou vraiment très très rarement des personnels des établissements. Les points de discrimination qui sont évoqués relèvent tantôt, vous voyez, c'est le mot qui apparaît de façon la plus importante, de moqueries, de critiques portant sur les apparences, le physique, les tenues vestimentaires ou les coupes de cheveux, tantôt d'attitudes plus graves en matière de sexisme, de harcèlement, voire d'homophobie, en matière de genre, de racisme ou d'origine géographique. Oui, ce sont des chiffres très, très modestes, mais évidemment, ils nous interrogent et je crois me souvenir que le Césaire avait produit d'ailleurs un rapport sur ces sujets il y a quelques années.
Voilà, j'en viens à la conclusion de cette synthèse. Donc voilà, plus de 3000 réponses. Le questionnaire est un sondage, on va dire, représentatif des perceptions des lycéens, même si on peut regretter des inégalités géographiques. Alors, si je puis me permettre de petites propositions, et nous avions d'ailleurs échangé au sein des commissions du Césaire au printemps, peut-être qu'il faudra réfléchir dans le futur à d'autres modes de diffusion, peut-être plus larges. Bon, voilà, c'est des pistes de réflexion. Et puis aussi, peut-être aller encore plus loin dans la co-élaboration du questionnaire et peut-être un questionnaire qui pourrait commencer par être testé auprès de quelques jeunes avant une diffusion plus large. Voilà, ce sont juste des propositions. Je me permets juste de faire. Ensuite, en termes vraiment de synthèse de la synthèse, ce qu'on peut retenir, c'est que les lycéens sont globalement très majoritairement satisfaits de leurs conditions d'études, de l'atmosphère de leur établissement, de leurs relations entre pairs avec les équipes pédagogiques et administratives, mais aussi de leur sécurité et de l'absence de discrimination, on va dire, majeure. Que des pistes d'amélioration se dégagent dans certains lycées, au plus près du terrain, en matière d'aménagement des locaux, travail en autonomie, accessibilité, modularité des salles, d'isolation thermique et phonique ou d'équipements numériques. Enfin, les jeunes accordent une grande importance à leur environnement, espaces verts, jardins, accessibilité, aux équipements, offres sportives et culturelles, aux espaces de détente et à la qualité de la restauration. Enfin, des points de vigilance demeurent en termes de discrimination, sexisme, harcèlement, de fragilité psychologique, je pense que c'est un vrai enjeu, d'inclusivité, peut-être de faibles sollicitations encore des lycéens en matière d'aménagement concret de leur espace de travail et de vie, ce qui renvoie aux enjeux de citoyenneté qui ont été évoqués dès l'introduction de cette rencontre. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lyotor, pour cette présentation qui a été claire, précise. Alors, pour votre information, les principaux éléments de l'enquête avaient été restitués aux jeunes du CAVL en amont de cette séquence, et je crois savoir qu'ils souhaitent nous présenter quelques préconisations que ceci leur a inspiré. Je propose maintenant de les écouter, mais pour ce faire, je confie à l'Eda Carré Sandrine Menduni donc le soin de gérer leurs interventions. Alors, vous avez la parole pour cette séquence. Merci, Monsieur le Président. Je vais donc demander à Dorian Chevalier, élu au Conseil académique à la vie lycéenne de l'Académie de Lyon et au Conseil national de la vie lycéenne, de venir présenter la première préconisation. Il était lycéen au lycée Aragon-Picasso à Givors. Messieurs, dames, bonjour. Je me présente rapidement comme Leda m'a présenté. Dorian Chevalier, donc anciennement conseiller national à la vie lycéenne, donc le CNVL, et au CAVL de l'Académie de Lyon. Donc maintenant, je suis en études supérieures, mais c'est pas pour autant que je ne peux pas vous présenter ce questionnaire et le point de préconisation que l'on a réalisé les années précédentes. Donc moi, je vais vous présenter ce qui parle un peu de l'insonorisation, la luminosité et l'isolation thermique. Je vais vous redonner certains petits chiffres, puisque nous, lycéens, avons un ressenti différent des chiffres qui ont été parvenus lors du questionnaire. Notre enquête, elle montre qu'un tiers des lycéens ne sont pas satisfaits de l'exposition et de la luminosité des classes. En effet, dans certains établissements, certaines classes, salles de cours ne sont pas du tout éclairées de façon propice pour les études. De plus, en termes d'économie d'énergie, certaines salles sont allumées 24 heures sur 24 parfois, ou toute la journée, alors que parfois c'est inutile. 45% des lycéens ne sont pas satisfaits de l'insonorisation et de l'acoustique des salles, ou bien de la cantine. En effet, quand nous sommes en salle de cours, parfois nous entendons tout ce qui se passe dans la salle d'à côté et nous n'entendons pas notre professeur, ou parfois nous entendons tout ce qui est dans le couloir. Et c'est ce qui est problématique pour avoir un cadre de travail propice. Ensuite, 59% des lycéens
m'ont satisfait de l'isolation thermique. En effet, pour certains lycées, l'isolation thermique a été rénovée, mais pour d'autres, ça reste encore, j'ose dire, précaire, puisque parfois en salle de cours, en hiver, on a tous le manteau et on n'ose pas l'enlever parce qu'on a vraiment froid et on ne peut pas travailler dans des conditions correctes. Ensuite, concernant justement ces isolations thermiques, de nombreux retours sont faits par les lycéens ou les personnels lors des conseils d'administration des lycées. Et certains lycées ont pris des initiatives, notamment par le biais de certains concours, de pouvoir évaluer ces isolations thermiques et les pertes énergétiques qui ont lieu durant toute une année scolaire. Notamment, je peux parler en conséquence, dans mon lycée, nous avons participé au concours CUBES et au programme qui nous a permis justement d'évaluer toutes nos pertes énergétiques qui sont quand même vraiment incroyables et dont on n'imagine pas. Et juste le fait de changer des fenêtres, ça a pu changer énormément. Certes, c'est un budget, mais beaucoup de lycées s'impliquent dans énormément de concours, comme par exemple le lycée de demain, qui celui par la région qui a été fait, dont une douzaine de lycées ont candidaté et seuls 3 ont été récompensés. Or, tous les lycées ont fait des efforts et plein pourraient faire des efforts, mais n'ont pas les moyens ou n'ont pas l'envie ou n'ont pas apporté aux élèves, ou les élèves ne peuvent pas, par eux-mêmes, lancer des initiatives et des projets pour justement réduire tout ce qui est ces pertes énergétiques et améliorer notre cadre de vie. Certains lycées, justement, on a pu parler de Fab Lab, ont justement, donc, dans mon lycée, il y a eu un projet donc, sur plusieurs années où justement ce Fab Lab est rénové, est en train d'être rénové pour justement avoir aucune perte énergétique et en faire un lieu, notamment de travail, de coworking, mais aussi où les élèves pourraient faire des projets comme ceux dont je vous parle, notamment pour réduire les pertes énergétiques ou justement améliorer le cadre de vie des lycéens dans tout ce qui est luminosité, insonorisation et isolation thermique. Enfin, je tiens quand même à mettre un petit bémol. On nous a dit dans le questionnaire 80% des lycéens se sentent bien dans les lycées. Notre ressenti est totalement différent. C'est plutôt, on va dire 60%, si ce n'est pas moins. Nous avons beaucoup de divergences avec ce questionnaire, notamment aussi la question de la visibilité. Certes, il y a eu beaucoup de réponses, mais est-ce que ça représente la totalité des lycéens? Non. Est-ce que tous les lycées ont eu accès à ce questionnaire? Je ne pense pas, et la preuve en est que non, puisque certains des lycées de mes camarades ici présents n'ont pas eu ce questionnaire, ils ne l'ont pas vu passer. Or, c'est peut-être parfois les lycées qui en ont le plus besoin. Et est-ce que les élèves aussi osent dire ce qu'ils en pensent dans des questionnaires comme ça? Ils osent le dire à nous, leurs représentants, mais peut-être qu'ils n'osent pas le dire ici, d'où les divergences qui s'expliquent entre le questionnaire et nos retours. Voici ce qui est concernant le point pour l'insonorisation et l'isolation thermique. Et maintenant, je laisse la parole à Léna Bissaka. Merci Dorian. C'est vrai que quelquefois on n'est pas en accord avec ce que la majorité peut faire remonter, mais toutefois le questionnaire a été analysé avec les résultats portés à la connaissance de l'IADT. On va donner la parole à Léna Sortino-Bissakia, qui est élève au lycée Mauriac-des-Granges à Andrézieux-Boutéon dans la Loire. Bonjour à tous. Du coup, comme l'a pu signifier Léda, je suis élue au CAVL et CNVL également, comme mon camarade Dorian, enfin anciennement du coup. Approchez-vous du micro. Pardon. Du coup, moi, je vais plus présenter l'aménagement des espaces scolaires, parce que du coup, comme j'ai pu constater dans le diaporama, il y a beaucoup de chiffres qui sont pas du tout vrais par rapport à ce que nous, on ressent. J'ai pu également voir qu'il y avait 83% qui accèdent facilement à des lieux de travail. C'est pas du tout le cas. Nous, ici, on est à peu près 1500, on a une demi-salle de permanence. Donc, quand on veut travailler, c'est très délicat, on ne peut pas quand on est dans notre lycée. Il y a un côté professionnel, un côté technologique et un côté général. Et forcément, ça crée directement des changements entre nous, entre les élèves. Ceux qui sont en général ne veulent pas forcément être avec les professionnels. Donc déjà, c'est compliqué de se retrouver dans une salle de permanence
avec des élèves qui ne veulent pas forcément être avec tel ou tel élève. Donc déjà, travailler, c'est très compliqué. Donc les espaces de travail sont vraiment insupportables. L'enjeu numérique, c'est pareil. Nous, moi, par exemple, ma spécialité, c'est l'informatique. On est en système numérique. Nous, on a notre salle informatique qui est propre à nous-mêmes. Mais pareil, le réseau, c'est quelque chose, quand on veut télécharger des logiciels pour travailler dessus, sur 4 heures, parce que nos cours sont faits en 4 heures, sur 4 heures, on passe peut-être 2 heures à télécharger le logiciel et 2 heures à travailler dessus. Donc c'est quand même assez catastrophique quand on voit que c'est notre spécialité quand même. Sur la mobilité réduite, nous, de notre établissement, il y a des élèves qui sont en fauteuil roulant, qui ne peuvent pas accéder à certaines salles, parce que les ascenseurs, ils n'y vont pas, les ascenseurs sont en panne et ils ne sont pas réparés. Donc c'est 69%, pour notre part, c'est faux, totalement. Au niveau des sanitaires, nous, je parle pour mon lycée, mais également pour d'autres lycées, parce que j'ai parlé avec mes camarades, etc. Et c'est pas forcément des gens qui ont eu accès, comme l'a dit Dorian, à ce questionnaire. Moi, personnellement, ce questionnaire, j'ai travaillé dessus par le biais du CVL, etc. Mais j'en ai jamais vu la couleur. Moi, j'ai pas pu répondre à ce questionnaire parce que je l'ai pas eu. Les gens de mon lycée ne l'ont pas eu non plus. On leur a posé la question quand on a fait le CVL. Ils nous ont dit non, on ne connaît pas du tout ce questionnaire, donc on a dû leur expliquer, on a dû leur montrer, on a dû leur envoyer de nous-mêmes, mais autrement, personne n'a eu ce questionnaire. Donc, encore une fois, eux n'ont pas pu répondre au questionnaire, pourtant, c'est ceux qui sont le plus dans le besoin. Sur un établissement avec 1500 personnes, je pense que ces 1500 élèves ont le droit à la parole. Ils ont le droit d'expliquer un petit peu ce qu'ils ressentent par rapport à notre lycée. Pour venir au point de la sécurité, les portiques de sécurité qui passent avec une carte, c'est lamentable. Voilà. Nous, notre carte, on peut la passer à n'importe qui peut rentrer dans l'établissement, donc c'est pas du tout sécuritaire. Nous, de notre établissement, on n'est pas en sécurité, parce que, comme je vous l'ai dit, sur 1500 élèves, des fois, on se retrouve à... Il y a un moment où on avait organisé, par exemple, une journée contre l'homophobie dans le lycée, et il y a des personnes qui sont venues dans le lycée, qui ont fait une intrusion, justement pour salir cette journée, parce qu'ils étaient contre. Et du coup, on s'est retrouvé à peut-être 2000 personnes dans le lycée, alors qu'il y en avait 500 qui n'avaient rien à faire ici, qui ne sont pas du tout de l'établissement. Tout ça parce que d'autres élèves leur ont passé leur carte. Du coup, ce n'est pas du tout une question de sécurité. Donc, 9 personnes sur 10 sont en sécurité. De notre lycée, pas du tout. Voilà, la sécurité, elle n'est pas du tout présente. Comme je le dis, les salles informatiques, c'est très peu accessible pour les personnes qui sont, par exemple, en général, en STMG ou des choses comme ça. Eux, ils n'ont pas accès aux salles informatiques. Nous, on a un CDI où il y a 2 postes informatiques. Sur 1500 élèves, vous voyez que ça a quand même un petit problème, si je puis dire. Nous, on a notre salle à nous, mais parce qu'on est en informatique, eux, ils n'auront accès à rien. Donc, pour les personnes qui sont, chez eux, qui ne peuvent pas avoir accès à leur ordinateur, parce que voilà, dans la famille, ils ont un seul ordinateur et ils sont 3 frères et sœurs, des choses comme ça, qui n'ont pas accès, ils ne peuvent pas avoir au lycée. Pareil pour les imprimantes, il doit y avoir une imprimante pour 1500 élèves, c'est pas normal. C'est des choses où les élèves, ils devraient avoir accès normalement, et là, ils n'en ont pas du tout accès. C'est honteux, si je puis dire. Merci Léna pour ton expérience. Bonjour à tous et à toutes. Côté Académie de Grenoble, alors juste un tout petit élément de contexte à propos de l'Académie de Grenoble, puisqu'effectivement elle était sous-représentée dans l'enquête. L'année dernière, en fait, au moment de la passation du questionnaire, on était dans le cadre de la PFUE, la présidence française de l'Union européenne, et dans l'Académie de Grenoble, on était extrêmement engagés dans un projet académique à ce propos, donc on communiquait énormément là-dessus. Donc c'est vrai qu'il y a eu une confusion après dans les établissements lorsqu'on a communiqué sur l'enquête du Césaire. Voilà, je suis désolée. Pour autant, le conseil académique vie-lycéenne de l'Académie de Grenoble s'est saisi des résultats de l'enquête. Donc on en a discuté tous ensemble, ils en ont discuté tous ensemble, les représentants lycéens, lycéennes de l'Académie de Grenoble. Et du coup, on a 2 interventions aujourd'hui. Donc là, je vais appeler Sylvana Paradel, qui va intervenir pour l'Académie de Grenoble et nous faire un retour à propos de cette enquête. Sylvana Paradel, Parendel, P-A-R-E-N-D-E-L, élue au conseil académique de la vie lycéenne.
Alors, bonjour à tous et à tous. Alors, pour ma part, je vais revenir sur le point des discriminations. Alors, les résultats du questionnaire, ils nous montrent qu'un élève sur 10 déclare avoir subi une forme de discrimination. Et ce chiffre est, selon nous, fortement minoré dans l'analyse des résultats. Et pourtant, celui-ci est important à prendre en compte. Donc, en effet, on peut prendre une représentation dans une classe de 30 élèves. Ça représente près de 3 élèves. Ces résultats, ils prouvent qu'il est nécessaire de soutenir la lutte contre les discriminations au niveau régional où, à notre connaissance, aucun dispositif n'est prévu, hormis l'appel à projet Stop Harcèlement. À notre sens, la lutte contre les discriminations ne peut se résumer qu'à la seule lutte contre le harcèlement scolaire. Il s'agit de travailler le mieux vivre ensemble. Et pour nous, il est important que cette lutte contre les discriminations soit réaffirmée à l'échelle régionale, puisque chaque lycéen et lycéenne doit se sentir en sécurité dans son établissement scolaire, quel que soit son sexe, son origine, sa religion, son orientation sexuelle, son handicap, et quelle que soit sa différence. Merci beaucoup, Sylvana. Je vous propose d'entendre maintenant Martin Chaize, C-H-A-I-Z-E. Martin, qui est donc élu également au Conseil académique vie lycéenne du côté de l'Ardèche. Il représente l'Ardèche, Martin, dans l'Académie de Grenoble. Merci pour lui. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour cette belle initiative qu'est le Césaire Jeune, car je pense qu'on a également vraiment besoin de mettre en synergie toutes les représentations lycéennes et les instances officielles pour pouvoir réellement progresser sur les sujets importants pour notre lycée de demain. Si, comme l'enquête l'a montré, 80% des lycéens et lycéennes sont satisfaits de leur établissement, je pense que ceci laisse aussi une belle marge de progression. Comme on l'a montré, de nombreux enjeux s'offrent à nous. Et en étant en formation d'architecte, j'aimerais particulièrement parler des locaux, comme ça a pu être dit précédemment, qui souvent peuvent montrer la vétusté ou alors des aménagements que les lycéens voudraient voir à tenir, mais ne peuvent pas forcément par manque de moyens ou d'autres causes. Pour cela, nous aimerions proposer à la région de mettre en place un appel à projet région exclusivement fait pour les représentants élèves, qu'ils soient CEL, délégués de classe ou alors représentants syndicaux, ou alors, à minima, de mettre en avis obligatoire ces instances représentatives lors de l'appel à projet établissement, afin de renforcer la synergie et de renforcer surtout le poids que peuvent avoir nos représentants lycéens pour porter la parole de nos élèves. Cette initiative permettrait ainsi donc de donner la parole aux jeunes, de renforcer nos instances et leur rôle dans nos établissements, mais également dans notre société de manière globale, d'agir conjointement avec ces élèves et apprentis pour répondre au plus près de leurs besoins. Et enfin, et surtout, je pense, ce qui est le cœur de notre métier des CVL, au CAVL, au CNVL, en passant dans chaque instance qui entreprend auprès de l'école, bâtir ensemble un lycée plus sûr, plus accueillant et surtout plus durable pour demain. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Léda, restez là pour l'instant, donc puisqu'il va y avoir des questions. Hein, donc là, vraiment, merci pour ces interventions. Ces interventions qui sont vraiment de qualité, très grande qualité. Et je me tourne, non pas vers vous, mais vers mes collègues conseillères et conseillers pour vous dire, mes chers collègues, la relève est assurée. C'est Martin qui a fait le lien entre le Césaire des jeunes, les lycéens, et puis nous on fait le lien avec notre Césaire. Alors, juste pour rappeler qu'on pourrait presque dire que nous avons initié là une forme une démarche de démocratie participative, et c'est Léna qui a évoqué tout à l'heure le droit à la parole des lycéens.
hein, donc, qui est absolument nécessaire et qui, en faisant en sorte que ce droit à la parole puisse permettre, comme vous le faites aujourd'hui, de dire parfois les écarts qu'il peut y avoir entre les résultats d'un sondage où il y a quand même eu 3100 réponses, en gros qui reste une moyenne, et le ressenti particulier des lycéens, de certains lycéens dans leur lycée. Il y a toujours cet écart-là et c'est bien de pouvoir le dire, même si on s'appuie sur quelque chose, comme nous l'a dit M. Riotor, qui était assez solide. Sur le fond, des propositions, des aménagements qui sont liés au cadre de travail, je pense que vous avez évoqué des choses assez précises pour permettre y voir là une marge de progression assez intéressante. Et puis, moi, je retiens également quelque chose qui me semble aussi important que le cadre de travail. C'est la question qui a été évoquée un tout petit peu, mais des fragilités psychologiques et des harcèlements, des différents types de harcèlement qu'il faut prendre en compte pour un bien vivre des lycéens dans leurs propres établissements. Voilà donc par rapport à moi. Est-ce que Madame la vice-présidente, vous souhaitez réagir à ces propositions, puisqu'il me semble que vous êtes directement interpellée. Il me semble aussi. Merci à tous les quatre de vos interventions. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être pas reprendre point par point, mais essayer de regrouper un certain nombre d'éléments que vous avez soulignés pour vous en faire réponse et vous apporter quelques éclairages. Comme je vous le disais dans mon propos liminaire, tout ce qui concerne la construction de nouveaux lycées ou bien de nouvelles restructurations fait l'objet chez nous, dans nos services, d'un référentiel précis qui est mis à jour actuellement avec différents partenaires, dont le rectorat, les agents programmistes, les agents qui sont dans les lycées, les chefs d'établissement, mais aussi les jeunes. Je prends deux exemples, le lycée Mérieux, à côté d'ici, et le lycée Gergovie. Ça va parler aux Auvergnats, j'espère qu'il y en a, je vois des têtes qui s'inclinent, donc comme je suis élue dans le Puy-de-Dôme, je n'oublie pas l'Auvergne. Effectivement, les jeunes lycéens qui vont ensuite étudier dans ces nouveaux établissements sont toujours partie prenante est présent dans l'élaboration pour Gergovie par exemple, de l'ergonomie de leurs espaces et leur parole est donc entendue. Donc ça me paraît important de le rappeler. Ils nous donnent des idées dont on tient compte et puis aussi ça permet d'envisager les fautes à ne pas commettre et que l'on pourrait faire encore. Sur le nouveau référentiel au niveau de l'énergie, vous avez certainement eu connaissance du grand plan de sobriété énergétique que le président de notre région, Laurent Wauquiez, a présenté il y a pas très longtemps. Donc c'est l'axe 1 de notre futur schéma pluriannuel de stratégie immobilière. Nous allons au maximum de ce que la région peut faire en termes d'économie d'énergie, non seulement thermique mais aussi phonique, parce qu'en général quand on améliore tout ce qui est thermique, on améliore aussi ce qui est phonique et on essaye toujours d'être au maximum ça peut aller jusqu'à 60% d'économie d'énergie dans certaines restructurations et pour lesquelles nous parlons non seulement du chauffage en hiver mais aussi du confort en été, c'est important, l'isolation et l'orientation. C'est, je crois, Dorian qui parlait des salles de classe, de l'éclairage des salles de classe. Certaines sont parfois trop exposées, et trop chaudes dès le mois de mai ou le mois de juin. Donc tout ça, on en prend compte dans nos ouvrages futurs.
Sur la sécurisation, tous nos lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes ont au moins un plan de sécurisation, un système de sécurisation. Ils sont nombreux et ce que nous faisons actuellement, c'est que l'on s'attache maintenant à la maintenance de ces systèmes de sécurité dans les lycées. Ensuite, ce qui a été évoqué, moi je fais la différence entre les systèmes de sécurité qui existent dans les lycées et l'usage ensuite qui en est fait par les lycéens et par les personnels des équipes éducatives au sein des lycées. Concernant tout ce qui concerne les personnes en situation de handicap, sachez qu'au jour d'aujourd'hui, les plans d'aide, les plans de développement pour aider les lycéens en situation de handicap sont déjà réalisés pour la moitié des établissements. Donc il nous reste effectivement à continuer dans cette voie-là. Ça fait partie c'est réglementaire de toute façon, pour toutes ces questions d'accessibilité. De quoi je voulais vous parler encore? On a évoqué la fibre. Alors, malgré ce qui a été dit, on déploie la fibre dans tous nos lycées. Donc ensuite, on peut étudier au cas par cas ce qui peut être fait, puisque vous avez pris, mademoiselle, l'exemple précis de votre lycée. Donc ensuite, on peut répondre aux questions très précises avec les services de la région, et on déploie aussi les équipements numériques dans nos lycées. Peut-être y a-t-il des marges d'amélioration, mais en tout cas, on veille aussi à ce que les connexions soient les meilleures possibles. Alors, concernant la demande de Martin, donc Martin aura compris qu'on associe quand même les lycéens dans nos séances pour les futurs bâtiments, et lui qui est futur architecte, ça doit l'intéresser au plus haut point. Moi, ce que je peux vous proposer, ce que je peux leur proposer, c'est que certains jeunes du Césaire puissent intégrer les réunions avec mes services de la région dans tout ce qui est les nouvelles programmations d'établissements. Nous avons des maîtres d'ouvrage, ce qu'on appelle nous des programmistes au sein de la région, qui travaillent sur les nouvelles opérations. Donc, ce serait peut-être là l'occasion justement d'intégrer certains jeunes du Césaire, Monsieur le Président, et de continuer à ce que l'échange avec nos lycéens et notamment les jeunes du Césaire puissent continuer sur les futurs bâtiments qui vont voir le jour sur cette mandature. Merci. Donc, on a encore un petit moment là. Donc, est-ce que des conseillers ou des conseillères du Césaire qui sont encore jeunes veulent poser des questions aux jeunes lycéens ou même à la tribune? Vous avez la parole si vous le souhaitez. C'est un échange. Et en attendant, peut-être la parole à Madame Bazin, donc qui représente le préfet. Et puis ensuite, demandez la parole. Je vous la donnerai. Merci, Monsieur le Président. Ensuite... Merci pour votre invitation et félicitations alors à la fois pour la réalisation du questionnaire, pour la participation de l'ensemble des établissements et de leurs élèves, et puis à vous quatre, puisqu'effectivement vous avez brillamment réussi l'exercice de parler devant une tribune, et cela vous honore et ça engage votre avenir pour une participation et notamment transmettre vos messages. Vous savez déjà très bien le faire et effectivement la relève est certainement assurée. Monsieur le Président, je voulais simplement en profiter pour saluer cette démarche de co-construction, de concertation et d'écoute dont vous faites preuve également, Madame la Vice-Présidente, aujourd'hui, et rappeler que cette démarche, elle s'inscrit vraiment dans la droite ligne de ce que Monsieur le Président de la République a lancé depuis septembre avec le Conseil national de la refondation, qui
comprend un axe majeur sur la jeunesse en particulier et de manière très transversale. Et dans ce cadre-là, il y a un projet qui s'appelle Notre École qui permet à des établissements scolaires, des établissements du premier degré, collèges et lycées, de participer vraiment de manière très concrète avec les équipes éducatives et les élèves à la définition de l'école du futur. Donc il y a aujourd'hui plus de 800 établissements engagés dans cette démarche, on en attend évidemment encore plus. Donc l'idée n'est pas d'emporter tous les établissements, mais vraiment d'accompagner ceux qui seront vraiment très volontaires sur ces innovations. Et toute la place à l'imagination et à la concertation sera vraiment donnée. Donc il y a, je vous le disais, un axe majeur sur la jeunesse. Bien sûr, notre école est pilotée par le rectorat, mais plus globalement, tous les acteurs de l'éducation et de la jeunesse seront associés. Je pense notamment à la vie étudiante, puisqu'il y a une consultation des jeunes sur la transition énergétique, une concertation spécifique de la vie étudiante et de nombreux autres cycles de concertation. C'est également pour moi l'occasion de rappeler à l'ensemble des personnes présentes ici qu'il y a un site internet, conseil-refondation.fr, qui est accessible à absolument tout le monde, citoyens, collectivités, élus, mais également organisations professionnelles, syndicales, tous représentants ou citoyens. Vous pouvez être interpellés et souhaiter participer à cette concertation dans le cadre du Conseil national de la refondation. Et encore une fois, je vous le dis, le sujet de la jeunesse sera vraiment très prioritaire, donc je vous invite vraiment à y participer. Merci à vous. Merci. Anna Di Marco a demandé la parole, donc je te la donne. Bonjour, merci à Laurent Rietor pour la restitution de ce questionnaire. Alors je m'interroge sur les 4000 questions. Présente-toi. Ah pardon. Alors Anna Di Marco, je représente le Collège 2, je représente la FSU dans le Collège 2, et par ailleurs je suis enseignante dans l'Académie de Grenoble, et mon lycée n'a pas reçu de questionnaire. Et j'étais assez furieuse là-dessus. Enfin bon. Donc moi je m'interroge sur le nombre de questionnaires reçus, comment est-ce valable ces 4000 questionnaires, sachant que la région Aura compte 680 000 élèves dans le secondaire. Quid des lycées professionnels, quid des lycées agricoles. Quand je lis dans la publication 80% des lycéens de la région se sentent bien dans leur établissement, heureusement que les 4 élèves qui se trouvent ici ont nuancé ces résultats, et je me dis, comme Antoine Quadrini, le président, je me dis la relève est là, et je félicite ces élèves qui ont été parfaits dans leur nuance, en donnant ce qu'est la réalité d'un établissement scolaire dans l'académie dans la région Aura, d'un établissement scolaire à Givors notamment, à propos de l'éclairage, l'insonorisation, etc. Donc bravo les élèves d'avoir dit, franchement, je salue, et je suis très contente de voir que cette jeunesse ne prend pas pour argent comptant tout ce qu'on raconte. Voilà, donc ma question était à propos des questionnaires. Comment expliquer le traitement de ces 4000 questionnaires sur 680 000 élèves dans la région? Voilà, merci. La réponse, Sandrine? Oui, Anna, je ne sais pas si tu te souviens, je crois que ça avait été évoqué déjà en 2020. Lorsqu'on s'était rapproché du rectorat, on avait déjà essayé de réfléchir au format pour toucher un maximum d'établissements. Donc le format avait été effectivement la digitalisation pour déjà fluidifier au maximum, parce que ce sont des traitements lourds, d'une part pour la récupération des questionnaires, mais surtout pour la diffusion et la réalisation des questionnaires. Et puis on s'était interrogé sur auprès de qui nous devions diffuser ces questionnaires, et par les moyens qui étaient mis à notre disposition, il a été décidé de diffuser auprès des lycées généraux et des lycées techniques en fait. Mais tout le reste avait bien été mis de côté, et on s'était dit que dans un premier temps, la première et la deuxième session, c'était notre cible, et que les autres sessions, effectivement, on pourrait y réfléchir, et on chercherait à voir comment on peut toucher ces autres cibles, en fait.
qu'on a déjà identifiés, mais qui sont difficiles. On le voit bien aujourd'hui au travers de ce questionnaire. Tu viens de le dire, 680 000 élèves et on a 3200 questionnaires. Donc on voit bien que même en essayant de diffuser auprès de l'ensemble des établissements, ça n'arrive même pas soit aux établissements, soit aux élèves. Donc voilà, c'est pas une volonté de notre part, c'est juste que on a décidé de cibler et que la prochaine fois, pour le prochain sujet, va être réfléchi par le président et la vice-présidence le moyen, la forme que va prendre et donc les cibles. Donc une marge de progression encore sur ce point-là. Donc, y a-t-il d'autres demandes de parole, de questionnements? Jeunes gens qui êtes devant moi, voulez-vous reprendre la parole pour Léda? Et puis d'abord, allez-y. Je vais juste Dorian. compléter là, sur la remarque, notamment vis-à-vis de la diffusion de ces questionnaires. Là, les 3100 réponses qui nous ont été parvenues. Justement, il y a des choses positives qui sont revenues. Je pense, ce qui peut s'expliquer, c'est les élèves qui se sentent bien dans leur lycée, qui sont impliqués, qui aiment être dans leur lycée, faire progresser les choses, qui ont participé à ce questionnaire. C'est, je pense, pourquoi on a cet écart. Les élèves qui participent à ce questionnaire, justement, se sentent bien dans leur lycée globalement. Ils veulent s'impliquer, donc les résultats sont positifs. Et les élèves qui, justement, n'osent pas dire les choses, sont plus en difficulté, se sentent moins bien dans ce cadre de travail, ne vont pas oser dire les choses et ne vont même pas faire la démarche de cliquer sur le lien qui nous a été envoyé. Je pense que ça peut s'expliquer pour ça, et peut-être trouver un moyen de sensibilisation auprès des professeurs, de la vie scolaire et de la direction, justement, pour sensibiliser ces élèves qui ont du mal. Peut-être faire sur un temps de travail de vie de classe, ensemble, le professeur principal explique l'enjeu de ce questionnaire, en débat avec les lycéens, et justement travaille là-dessus en groupe. Ça peut être un sujet de travail en groupe commun, de comment on voit le lycée plus tard, et ça impliquerait un maximum d'élèves, plutôt que justement des élèves qui, eux, veulent participer au lycée, mais qui sont déjà très bien dans le lycée. Très bien, et ça fait référence à notre organisation interne, où il y aura peut-être un lien à faire avec nos vice-présidents en charge des territoires, n'est-ce pas Jean-Luc? Donc, voilà, y a-t-il d'autres remarques, d'autres questionnements? Oui, Fabrice. Alors Fabrice, j'appuie là-dessus, et puis je te donne le micro. Présente-toi. Oui, Fabrice Sago, je représente dans la coordination des parents d'élèves, la FCPE. Je voulais savoir si, donc une question qui s'adresse aux jeunes, si avec l'expérience du Covid, là, vos attentes et voilà, ces remarques ont évolué, ou, voilà, de votre point de vue. Si vous voulez compléter après, n'hésitez pas. Donc, justement, il y a cette question du Covid qui s'est posée récemment pour nos lycéens, enfin pour nous lycéens et aussi pour nos équipes pédagogiques, justement d'avoir une nouvelle approche du lycée. Et il y a eu un travail notamment avec l'après-Covid de justement ce mode de travail où on s'est aperçu, on était en petits groupes avec le Covid, on avait un cadre de travail plus propice. Les mentalités ont changé, et puis aussi sur la partie, je reviens sur ma partie que j'ai eue, isolation phonique, thermique, où justement il y a eu une période de creux où il y a eu des économies de réaliser, et ça nous a vraiment fait réfléchir. Et personnellement dans mon lycée, il y a depuis, justement ça va faire maintenant, c'est la 4e année, où chaque année 2 classes de STIDD plus tous les élèves volontaires, donc ça va déjà faire 8 classes de STIDD, plus on va dire une 20 à 30aine d'élèves par année qui s'impliquent sur justement rénover une partie du lycée. Il y a eu des designers qui sont venus, on a eu des architectes, on a eu des conseillers énergétiques et aussi des personnes qui ont été là pour faire des essais sur notre cadre de vie. On a fait des prototypes par exemple aussi de mobilier, voir à quel endroit c'était le plus propice pour les élèves, qu'est-ce qui se servait le mieux. Et justement, après ce Covid, il y a eu vraiment des périodes de réflexion et de travail en commun entre les équipes pédagogiques et les élèves sur qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette crise sanitaire. Si vous voulez. Martin.
Moi, sur le Covid, je dirais que finalement, avant ou après, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Ça a permis de faire un focus, on peut dire, sur tout ce qui était santé mentale ou autre, peut-être un petit peu, parce que c'est quelque chose qui a été prégnant et que tout le monde a pu vivre pendant cette période. Mais finalement, les problèmes de fond, avant ou après, ils restent les mêmes. Pour prendre l'exemple de mon établissement, sur toutes ces questions des infrastructures ou autres, on a un espace de vie, un hall E, il s'appelle, et là-dedans, le mobilier, c'est quoi? C'est les tables et les chaises qu'on a récupérées de l'ancien réfectoire qui avait été rénové, et du coup, on a mis le mobilier là. Et on a toujours ça, c'est toujours les mêmes, toujours délabrés ou autres. Donc finalement, rien n'a changé après voir le Covid. Pareil pour toutes les thématiques d'harcèlement ou autres. Finalement, ça n'a rien changé du tout. Les élèves qui étaient harcelés avant le Covid le sont toujours après. Les problèmes de discrimination, d'homophobie ou autres, on les vit toujours avant ou après. Le Covid, ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est peut-être que sur certains points, ça a un peu dissimulé le problème parce que le Covid était la grande information, puis après la guerre en Ukraine, et toutes ces problématiques-là, finalement, sont un peu relayées après tout ça. Et c'est important, je trouve, de les remettre en avant et de dire que oui, tout est toujours là, et il faut continuer de se battre pour tous ces problèmes de discrimination, de problèmes énergétiques, de problèmes également d'infrastructure et tout dans nos établissements, de problèmes de représentativité également, parce que ce n'est pas une sous-discipline, je pense, des institutions que de représenter tous les lycéens. Et donc, j'ai peut-être été un peu long, mais le Covid ne doit pas faire oublier tout le reste, et je ne pense pas que ça ait changé fondamentalement la vie des gens avant ou après. On a mis le masque, on l'a enlevé, on a repris notre vie, voilà tout. Edith, et ensuite Patrick. Oui, merci. Alors moi, je suis Edith Bolf, membre du Césaire, de la délégation CFDT du Césaire, et je représente le Césaire au CAVL de l'Académie de Grenoble, et j'y vais quand ça ne tombe pas un jour de nos plénières, ce qui arrive assez souvent. Moi, je voulais juste préciser une chose pour situer le propos. Les jeunes qui sortent du lycée cet été, donc je sais pas, j'ai cru comprendre que c'était le cas de quelques-uns d'entre vous, il faut bien prendre conscience qu'ils ont fait toute la période du lycée sous Covid. Depuis la seconde, ils connaissent le Covid, donc le lycée d'avant, ils ne l'ont pas connu. Patrick. Alors, recommence, rappuie. Hop. Non, j'ai pas. Réappuie encore une fois. Alors, attends. C'est bon. Là, c'est bon. Ok. Oui, moi, j'ai d'abord une question à poser. Et je me présente tout d'abord. Je suis Patrick Vélard. Je représente l'Union syndicale solidaire qui organise notamment les syndicats Sud pour être un peu plus précis. Et je commencerai par une question qui reprend en partie ce qu'a pu évoquer Anna Di Marco tout à l'heure, à savoir le faible pourcentage de réponses à ce questionnaire par rapport au nombre de lycéens. Et j'ai bien enregistré les réponses qui ont été apportées, à savoir qu'il y a une marge d'amélioration et on ne manquera pas de travailler pour que ce soit amélioré. Pour autant, il y a quand même seulement 3100 questionnaires qui ont été analysés sur 4000. Ça fait environ 20% des questionnaires qui ont été rejetés et on n'a pas les indications du pourquoi ce rejet. Et la deuxième remarque, c'est qu'il serait dommage que le seul document qui ressorte du travail qui a été fait soit ce document Jeunesse en Auvergne-Rhône-Alpes, qui reprend un certain nombre d'éléments qui ont été présentés tout à l'heure, et notamment qui reprend l'analyse des questionnaires et qui n'intègre pas les remarques qui ont été faites aujourd'hui par les lycéens, les représentants des lycéens. Et je pense qu'il serait sage prochainement, qu'on soit en capacité de faire une synthèse entre à la fois le résultat des questionnaires, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est un des éléments, mais également l'apport des représentants des lycéens, et puis y compris de certaines organisations lycéennes, même si leur représentativité n'est pas forcément toujours avérée. Je pense que ça permettrait d'avoir un document final synthétique qui soit un peu plus en phase avec la réalité.
Merci Patrick. Alors juste par rapport au dernier point, bien sûr, le travail qui est fait aujourd'hui, toutes les interventions sont enregistrées, elles sont emmagasinées, elles feront partie du document final qui sortira. Alors juste sur les questionnaires, parce que il me semble qu'il y a une confusion là. Est-ce que vous voulez y répondre ? Est-ce qu'on a laissé de côté des questionnaires ? Non, moi, alors je ne sais pas d'où sort ce chiffre de 4000, hein, mais en fait, les résultats que j'ai eus sur ce dépôt en ligne, hein, en fait, hein, puisque c'était des réponses en ligne, alors peut-être qu'il y a des lycéens qui se sont connectés et puis qu'ensuite qui n'ont pas déposé leurs réponses, mais c'est bien toutes les réponses au questionnaire qui ont été traitées. Hein, il n'y a pas des questionnaires cachés. Hein, voilà. Peut-être c'est des réponses après le mois d'ouverture. Et puis moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que, alors, sauf à imaginer que j'ai trouvé que les réponses en termes d'analyse de questionnaires de nos lycéens étaient excellentes, sauf à imaginer que, voilà, il y a des personnes qui ont répondu alors qu'elles n'y étaient pas autorisées, que sais-je. Le traitement, il a été fait d'une façon éthique et scientifique. Premièrement. Deuxièmement, je pense que finalement tous les thèmes qui sont évoqués, je pense qu'il ne faut pas un fétichisme du chiffre. 40%, 60%, 80%, tous les thèmes et toutes les difficultés qui ressortent de ce questionnaire, ben elles sont là. Et donc, c'est presque le plus important. C'est l'approche qualitative, finalement, qui est la plus importante. Tout ce qui a été dit sur la sonorisation, sur les aspects thermiques, sur le harcèlement, sur les équipements, etc., ben, ils sont bien cités par le questionnaire. Et c'est ce qui me semble le plus important pour la suite. Hein, c'est d'avoir ce retour qualitatif au-delà de pourcentages qui peuvent être évidemment sujets à discussion. Merci pour ces précisions. Donc, j'ai 2 demandes de parole et à la fin, je donnerai la parole à Léda Carré. Mais pour l'instant, Alexis Monet, puis Elisabeth Legac. Alexis, alors, hop, c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai une question un peu plus personnelle pour nos 4 jeunes et notamment mesdames qu'on n'a pas encore trop entendues sur les réponses. C'était pourquoi vous êtes engagés dans le Césaire des jeunes. Quelle suite aussi vous avez envie de continuer à la suite de cet engagement ? Ça intéresse toujours un peu, on le verra peut-être tout à l'heure au colloque, mais sur cette question de chemin de l'engagement, de qu'est-ce que vous avez envie de faire ensuite, qu'est-ce que ça vous a donné comme envie dans la suite. Et après, une question peut-être un peu plus dirigée sur notre instance, sur finalement, quelle suite aussi pour le Césaire des jeunes, quelle envie on a envie de... quelles évolutions on a envie de porter, et notamment comment on peut réussir à diversifier finalement ces jeunes qui sont là, certes lycéens, mais peut-être qu'il y a des apprentis, on a des jeunes travailleurs qui seraient aussi intéressants à ramener aussi pour avoir une vraie diversité des jeunesses dans notre Césaire. Et au fait, oui, j'ai oublié de me présenter, mais je suis Alexis Monet, je suis le président du CRAGEP Auvergne-Rhône-Alpes. Mais vous me verrez tout à l'heure, donc... Merci. Alors, Elisabeth, tu peux réappuyer, s'il te plaît. Alors, en attendant, est-ce que certaines personnes peuvent répondre ? Allez-y. Donc, Sylvana, c'est ça ? Alors, du coup, pour vous répondre, pourquoi j'ai fait cet engagement ? Parce que, du coup, c'est depuis en seconde, du coup, j'ai commencé, j'y suis toujours. Et même que je vais passer mon rôle de CAVL, je suis toujours là et je suis très heureuse de l'être. Et du coup, pour la continuité de mes engagements, donc du coup, moi, je suis membre d'une association, donc avec notre président qui est là, du coup, Engagène. Donc, c'est une association qui est là pour du coup aider les jeunes engagés à mettre en place leurs projets, etc. Et du coup, je continue toujours cette envie d'aider les jeunes et de continuer à monter leurs projets, etc. Et voilà. Et je suis aussi jeune ambassadrice à l'UNICEF. Du coup, c'est toujours ce qui touche aux enfants, etc. Donc voilà. La parole est à Elisabeth, puis à Willy. Pour ma part, du coup, ce qui m'a poussée à m'engager, c'est vraiment le fait d'avoir le droit à la parole, parce que on est souvent considéré, par exemple, moi je suis en professionnel, et les professionnels sont souvent considérés comme inférieurs,
on va pas se le mentir, ça a toujours été comme ça. Les professionnels, ils ont toujours été considérés comme juste des personnes qui n'aimaient pas forcément l'école et qui voulaient se spécialiser très rapidement. Et du coup, nous, notre parole, elle est très peu écoutée. Donc moi, déjà, en tant qu'élève qui représente le professionnel, je voulais vraiment m'engager au niveau académique et national. Donc comme je dis, c'est lieu académique et national. Du coup, c'est très important parce que même au vu des réunions, tout le monde parle du général, encore une fois, mais pas du professionnel. Et du coup, moi, je voulais vraiment représenter les élèves du professionnel pour vraiment montrer que on est là, quoi. Même si, par exemple, nous, dans notre lycée, il va y avoir énormément de général et de technologiques et très peu de professionnels, mais on est quand même là, les professionnels, on ne se démonte pas. Certes, on se spécialise dans un métier parce que nous, on aime la vie active, etc. On veut vraiment se donner, mais on est quand même là, on a quand même le droit à la parole, on a quand même le droit à des conditions de travail, dans des établissements qui soient corrects, avec un chauffage correct, avec une connexion Internet correcte, avec plein de choses, et voilà. Bon, je vais faire vite, je ne vais pas m'attarder encore. Moi, ça fait maintenant 7 années que je suis engagé, donc depuis la 6e. 7 années d'engagement qui m'ont tenu à cœur parce que pour moi c'est quand même un moyen de représenter mes camarades qui pour certains n'osent pas dire les choses, qui ont besoin justement d'une personne qui les représente. Et ces 7 années d'engagement, ça a surtout été une chance pour moi d'apprendre beaucoup de choses, de découvrir beaucoup de choses, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours que on va monter à Paris au ministère, faire des réunions avec le ministre, avec le préfet, avec vous ici, et c'est vraiment enrichissant pour nous. Mais aussi, c'est ce que j'ai aperçu, c'est aussi, je vais peut-être dire, une fierté pour nos camarades d'avoir des élèves comme nous, parce que justement, dans certains lycées, oui, ils n'ont pas la chance d'avoir des élèves qui peuvent les représenter et porter leur voix aussi haut. Et c'est vrai que notre voix est tout aussi importante dans des instances aussi grandes telles que au ministère ou au rectorat, ici à la région. Et ces engagements, vraiment, moi, dans tout ce que je pourrais les continuer. C'est vrai que dans des associations, j'ai été engagé depuis longtemps. Et tout cet engagement m'a valu justement le prix du civisme de l'ordre du mérite départemental cette année en 2022, et c'est justement une fierté pour nous de représenter nos camarades et de nous engager dans des instances telles que la région, le rectorat ou le ministère, et ça nous servira toujours dans notre vie professionnelle et notre vie personnelle aussi. Si. Martin, vous voulez préciser pourquoi vous vous êtes engagé ? Pour ma part, c'est un petit peu de toute manière les mêmes raisons. Je pense qu'on ne s'engage jamais trop pour faire autre chose que représenter les autres. C'est un peu le cœur de notre métier. Ça a été en fait un peu un parcours, on pourrait dire. J'ai commencé un petit peu par hasard avec délégué de classe, c'était en 2014 en 6e. Après, du coup, j'ai enchaîné délégué de classe. Je me suis dit, ça me plaît. Je peux aider les autres, je peux parler aux professeurs et tout. C'est vrai que je ne m'étais pas dit, on communique et tout, et ça peut faire bouger un peu les choses. Et donc, pourquoi pas continuer avec le conseil municipal jeunesse. Puis après, de 2018 pendant 3 ans, vice-président de mon CVL. Et puis après, au conseil académique du lycéen. Et puis maintenant, on voit que cette aventure continue toujours aujourd'hui, puisque on peut être ici, on peut continuer à porter ses idées. Et ce que je dirais surtout, c'est que le plus important, c'est de continuer à le faire, même une fois qu'on est plus jeune ou qu'on n'est plus dans ce genre d'instance. Et c'est ça aussi qui me plaît, de pouvoir passer de l'autre côté de la barrière. Et comme disait Sylvana, avec Engage Jeune, nous, ce qu'on a cœur à faire, c'est de continuer à aider les autres. Et voilà, vraiment, les aider à leur tour, comme nous, on nous a aidés. Comme je remercierai énormément, encore une fois, les AVL qui sont là et qui nous permettent de vivre ces aventures extraordinaires et de faire nos fonctions. Et je trouve que c'est très important de rendre l'appareil à notre tour et d'aider les autres. Ajouter quelque chose, et garde le micro, Elisabeth, puisque ça va être à toi. Moi, je veux juste rajouter aussi que c'était du coup une manière de montrer aux élèves qu'il ne faut pas hésiter à s'engager, parce que du coup, beaucoup ont peur du regard des autres, quand on peut revenir par rapport à l'harcèlement, etc. Il y en a beaucoup qui se disent « Oh là là, mais moi, je n'oserais jamais parler. Moi, après, dans l'établissement, on va dire que « Oh là là, moi, je suis vraiment quelqu'un qui veut me montrer et tout. » Mais pas du tout, en fait. C'est juste, même personnellement, c'est une fierté de dire « Bah voilà, j'ai pu parler devant de nombreuses personnes, j'ai pu monter à Paris, pouvoir parler devant des ministres, des choses comme ça. » C'est impensable de se dire d'une gamine de 17 ans de faire ça. Et même moi, je suis très fière d'avoir fait ça. Et je suis très fière de le dire dans mon lycée. Et j'ai pas du tout honte d'avoir fait ça. Et je veux que les autres élèves comprennent que c'est très important de faire ça. Et il faut pas du tout ne pas glorifier la chose. Moi, je sais que beaucoup, quand on fait les CVL, etc.,
on me demande beaucoup d'expliquer un petit peu mon parcours. Alors, c'est pas un parcours qui est comme lui, par exemple, qui a 7 ans. Moi, ça fait depuis la seconde que je suis engagée. Et là, je passe au terminal et je vais encore me représenter au CAVL et CNVL parce que c'est hyper enrichissant. C'est derrière, on ne se rend pas compte, mais ça nous ouvre plein d'opportunités, ça nous ouvre la parole, parce que je pense que si vous mettez d'autres personnes de notre âge, etc., ils vont peut-être pas réussir à parler comme nous on parle aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est vraiment une expérience incroyable. Il faut vraiment, même au niveau des CPE, etc., il ne faut pas qu'ils hésitent à en parler aux élèves, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas, qui ne savent pas du tout ce que c'est. Et quand on leur en parle pour la première fois, ils disent « Ah mais en fait, c'est génial » et ils veulent savoir comment faire. Bon, des fois, c'est trop tard parce que les élections sont déjà passées, mais c'est vraiment très important d'en parler et c'est un point que je veux que les gens en parlent. Il faut parler du CAVL, CVL, tout ce qui comprend CVL, quoi. Voilà. Merci. Oui, bonjour, je suis Willy Guillot. Pour ma part, je suis personne qualifiée en environnement au sein du Césaire et je voulais profiter de votre présence pour connaître votre regard sur la notion d'éco-anxiété dont j'entends souvent parler dans différents médias, à savoir la difficulté pour des jeunes de se projeter dans un avenir qui peut paraître sombre quand on regarde les rapports du GIEC qui, comme le disait un humoriste, c'était le costume le plus effrayant à faire pour la soirée d'Halloween, c'est se déguiser en rapport du GIEC. Donc je voudrais savoir si, alors ça, c'était peut-être pas vraiment, cette notion-là n'avait peut-être pas sa place dans le questionnaire. C'est pas spécifiquement en lien avec les établissements, mais voilà, j'aimerais bien connaître votre regard à ce sujet. Est-ce que c'est une problématique réelle pour la jeunesse? Alors en même temps, quand je vous vois plein de vie, plein d'envie et plein de détermination, j'ai l'impression que non. Mais est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Merci. Alors, je donne la parole d'abord à Elisabeth, et puis ensuite on prend les deux questions à la fois. Oui, merci. Merci à vous quatre. D'abord pour tous les messages que vous venez de porter sur les questions d'engagement. Je suis Elisabeth Legac, je suis membre de la CFDT au sein du Césaire. Et pour moi, l'engagement, c'est une richesse. Vous venez de le démontrer. C'est une montée en compétences. Là encore, vous venez de le démontrer. Une capacité à pouvoir parler en public, à apprendre énormément, mais également à représenter. Et ça, je trouve que... Enfin, je suis ancienne déléguée de classe depuis la fin des années 70. Donc, vous avez encore un long chemin sur les questions d'engagement. Vraiment, bravo. Et demain, c'est vous qui allez construire notre société. Donc, vous avez des cartes en main, il va falloir vraiment les saisir, mais pas que vous quatre, évidemment, à plusieurs. Et l'intérêt, c'est la question du collectif. Je voulais revenir justement sur ce point, en question au niveau du questionnaire, justement. Je voulais savoir, d'abord, combien ça représentait d'établissements. L'ensemble des réponses que vous avez eues représente combien d'établissements. Et puis, est-ce que vous avez pu avoir des travaux collectifs au sein des établissements pour pouvoir répondre à ces questionnaires? Parce que c'est une chose que d'avoir des réponses individuelles, c'en est une autre que de pouvoir organiser, par exemple, des ateliers à plusieurs, pourquoi pas avec les représentants des lycéens, de manière à pouvoir avoir une réflexion. C'est pas qu'un travail individuel, c'est une démarche derrière de réflexion collective qui peut être sacrément intéressante. Marc Aubry veut prendre la parole, puis ensuite vous concluez, et puis Léda Carré prendra la parole. Alors, Marc Aubry, active le micro, c'est bon. Marc Aubry, appuie. Il s'active. Ça y est, celui de Patrick. Merci Patrick. Marc Aubry, je représente au sein du Césaire la Mutualité française. Alors j'aurais deux questions simples. Que pensez-vous, alors je ne sais pas si c'est dans le questionnaire, mais que pensez-vous de l'état santé général des lycéens? Et deuxième question, est-ce que vous pensez que la prévention est suffisante sur toutes les addictions au niveau des lycées?
Alors vous pouvez répondre à ces 3 questions, 3 remarques. Et on commence par Sylvana. Non, c'est... Allez-y, commencez, Martin. Pour ce qui est de l'éco-anxiété, je pense que ça fera écho à ce que tout à l'heure mes collègues diront sur la santé de manière plus globale. Mais oui, je pense que c'est une véritable problématique pour les lycéens, parce que on fait partie de cette génération qui a toujours un peu connu cette crise climatique, qui a toujours baigné dedans, avec tous les médias qui nous donnent plein d'informations. Aujourd'hui, les derniers rapports du GIEC qui nous disent que finalement il reste 2-3 ans et après on ne pourra plus rien changer. Donc c'est quelque chose qui est très prégnant. Mais c'est aussi quelque chose qui est peut-être un peu dur à comprendre. Moi-même, le premier, j'avais un peu du mal au départ à comprendre la notion, avant d'être plus formé, plus sensibilisé, et de me rendre compte que, oui, au quotidien, je pouvais le sentir. Concrètement, ça peut être quoi ? Ça peut être quand on rentre chez soi, on n'allume pas forcément la lumière. Moi, je sais que généralement, quand je rentre chez moi, avant, j'avais l'habitude, il faisait un peu sombre, hop, j'allume la lumière et puis voilà, pas de souci. Maintenant, non, l'éco-anxiété, ça va être aussi ça va être une peur que cette planète ne puisse plus tenir, et donc ça va être impacter notre quotidien. On va se dire, faut pas que j'allume, ça va trop consommer d'électricité, on peut plus se permettre et tout. Faut que je chauffe moins. On ne peut pas se permettre et tout ça, et au-delà même parfois de ce qui peut être le plan de sobriété énergétique ou quoi, il y a des personnes, des fois en hiver, qui, pas forcément d'un point de vue financier ou quoi, mais pouvaient ne pas allumer le chauffage ou alors chauffer vraiment très 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 peu, par cette peur finalement de l'éco-anxiété et de se dire on n'en fait pas assez, le monde demain va arriver à terme et tout, il faut qu'on puisse en faire plus. Et donc c'est vraiment une problématique qui est là et qui peut vraiment devenir un problème personnel, un problème de santé mentale individuelle, s'il n'y a pas d'action collective. Parce que du coup, la personne qui est très sensibilisée à ça, qui a parfaitement conscience de tous ces enjeux-là, et qui ne voit pas la société bouger forcément, agir en conséquence, va un peu se sentir reposer le poids sur elle-même, de se dire « mais il faut que j'agisse ». Regardez, les autres ne font pas. Si moi je le fais pas, les autres ne le feront pas. Et donc ça peut développer tout ça, des fois des problèmes chez les personnes qui vont peut-être faire trop d'efforts là où les autres en font pas assez. Et donc oui, c'est un véritable problème. Et je pense que surtout pour répondre à l'éco-anxiété, il faut montrer à la société, en particulier aux jeunes, que nos instances aujourd'hui se sont saisies ce problème, ne pensent pas que c'est juste des rigolades, qu'on a le temps ou quoi, et véritablement prennent les choses à bras le corps pour répondre durablement aux solutions, et pas que quand il y a la guerre en Ukraine et que Poutine veut couper les valves de gaz. Et bien du coup, pour répondre là sur justement ce collectif, c'est vrai que pour nous, peu importe élève ou pas, dans la vie en général, le collectif, le travail de groupe, c'est primordial. Sans ça, on n'avance pas dans la vie, sans ça, on ne peut pas faire de beaux projets, sans ça, on ne peut pas progresser. Et c'est vrai que justement, ce questionnaire, moi je me suis tué dans mon lycée à me dire, mais allez-y, répondez à ce questionnaire, vraiment, c'est à prendre 2 secondes à cliquer sur un lien et répondre à 50 questions. Mais c'est vrai que tout seul, la plupart des lycéens, ils sont chez eux, ils ouvrent Pronote, nous c'était via Pronote, ils ouvrent Pronote, ils voient le lien, ils lisent le truc, très bien, je n'ouvre pas le lien, parce qu'il faut encore cliquer sur un lien. Sauf que quand on est ensemble, on va y réfléchir, ok, on clique sur le lien, on prend 10 minutes, 20 minutes ensemble à en discuter, ça peut même faire des sujets de débat ensemble de comment on peut améliorer ça, comment on peut y travailler dessus, et justement ces travails de classe que j'ai parlé tout à l'heure, ça peut nous prendre même pas 1 heure par classe à travailler, c'est pas grand-chose. Mais pourtant, ça peut faire la différence. Et c'est justement, c'est là où on aura vraiment la meilleure représentativité des élèves et là où on pourra vraiment avancer si justement nous, élèves, on travaille ensemble pour justement vous, après, vous pouvez travailler sur ce que nous, on a dit. Il y a les questions sur la santé. Du coup, au niveau de la santé, on va pas se mentir, depuis le Covid, moi j'ai pas connu le lycée avant, mais parce que du coup, comme je sais plus du tout qui l'a dit, moi par exemple le lycée, je suis arrivée, on était en pleine période du Covid. J'ai fini ma 3e en pleine période du Covid et en seconde pareil. Donc nous, au niveau du professionnel, on était tout le temps à l'école, pas comme les générales ou terminales qui étaient 1 semaine sur 2 ou que seulement quelques jours. Ça dépendait des établissements. Nous, on était tout le temps et en fait, c'était dur dans le sens où en fait, on était un peu seuls. C'est-à-dire que nous, on ne pouvait pas travailler à la maison parce qu'on avait, par semaine, en seconde, on avait 8 heures d'atelier. Et les 8 heures d'atelier, c'est des choses qu'on ne peut pas reproduire à la maison.
on devait faire de la soudure, de l'électricité. On ne va pas aller bidouiller notre compteur chez nous électrique. Ça, je pense que ça ne va pas plaire aux parents, etc. Et du coup, on le faisait en cours. Mais en fait, on se sentait très seul. Et déjà, de là, ça a commencé cet écart. Et maintenant, tous les élèves, en fait, ils ont un problème de travail à la maison, de travail à l'école. Il y en a beaucoup maintenant qui n'arrivent plus à travailler à l'école parce qu'ils ont travaillé à la maison pendant le confinement. Et en fait, ils ont trouvé leur routine. Et du coup, en cours, ils n'arrivent plus à suivre. Et c'est vraiment un problème. Et ça, on n'en parle pas parce qu'on nous a dit de travailler à la maison, le confinement, etc. Moi, je me rappelle, j'avais décroché quand on travaillait à la maison. Et parce qu'après, moi, je suis pas quelqu'un qui... J'ai pas beaucoup de facilité à l'école. Et en fait, j'avais décroché, je me rappelle, ma professeure principale, elle m'appelait tous les matins à 8h pour que je fasse mon travail, pour être sûre que voilà, je faisais mon travail. Et honnêtement, je pense que si j'aurais pas eu ce suivi, moi, j'aurais pas pu continuer le lycée comme je le continue aujourd'hui. J'aurais pas pu avoir l'assiduité que maintenant j'ai. Et je sais que c'est un problème pour beaucoup d'élèves, justement, qui n'ont pas eu ce suivi. Et c'est un très gros problème, et les élèves, ils s'en parlent pas. Et il n'y a pas... On nous propose, on nous dit à l'infirmerie, voilà, vous pouvez parler avec les infirmières, vous pouvez parler avec vos camarades, etc. Mais le problème, c'est que maintenant, on se fait tellement juger sur tout ce qu'on dit qu'on n'ose même plus parler de nos problèmes de santé, nos problèmes de, voilà, moi, je me sens plus à l'aise à l'école, moi, à l'école, il y a ci qui va, il y a ci qui va pas, il y a ça qui va pas, mais il y a ça qui va. Et en fait, on n'ose plus en parler parce qu'on se fait juger constamment sur tout. Et je pense qu'il faudrait que ce soit vraiment un sujet sans tabou. Mais il y a tellement eu de harcèlement que ça en devient très compliqué pour les élèves. Quand vous dites est-ce qu'on en parle, etc., on en parle, mais personne n'agit. Donc on peut en parler pendant, c'est comme le réchauffement climatique ou quoi que ce soit, on en a parlé pendant des années, mais personne n'a jamais vraiment agi. Donc comme il l'a dit, par exemple, s'il rentre chez lui qui n'allume pas tout de suite sa lumière, lui il agit, mais il y en a un qui agit. C'est comme de partout. Tout le monde parle, mais personne n'agit. Et ça, c'est un très gros problème au niveau de la santé des élèves. Merci. Donc je passe la parole à Léda Carré. Léda, je vous passe la parole. Alors, je vais remercier les élèves. C'est vrai que leurs réflexions, elles sont pertinentes et je pense que c'est très utile qu'ils puissent l'apporter auprès de cette Assemblée. Je vais les remercier, leur souhaiter un parcours riche d'engagement derrière, puisqu'ils sont sur leur fin de mandat CAVL et que certains ont déjà entamé leurs études supérieures. Voilà, je remercie le président du Césaire d'avoir permis en tout cas cet échange très riche et qui permet d'apporter un éclairage sur un questionnaire qui a été passé dans tous les établissements. Alors certes, tous ne se sont pas emparés de la même façon du questionnaire. Le taux de participation n'est pas celui attendu, mais il est sans doute à l'image de notre société et de l'investissement de chacun auprès de la société civile. Voilà, on a toutefois beaucoup d'espoir quand on les voit s'engager et porter leurs idées auprès de tous. Merci encore. Merci à vous. Alors juste avant, ne bougez pas, parce que juste avant de partir, je vais remettre un petit souvenir. Je vous ai entendu tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez très fier d'être monté à Paris pour représenter. Là maintenant, vous pourrez dire que vous êtes très fier d'être monté au Césaire. Je remets tous les quatre un petit souvenir qui vous permettra de penser à nous. Voilà. Une petite photo avec les jeunes, là, voilà. Et oui, ça fait... En tout cas, merci à tous, merci Monsieur le Président, merci Madame la Vice-Présidente et merci à nos DAVL parce que sans elles, on ne serait pas là. Merci à vous de nous avoir écoutés et ça finit en beauté quand même notre mandat et ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Donc, merci à vous de votre participation très active à cette assemblée du Césaire des jeunes. Nous allons tirer les conclusions avec notre vice-présidente. Et puis... merci à vous, chère Florence Dubessy, d'être avec nous. Madame Bazin, merci à vous.
Donc merci à nos délégués académiques pour la vie lycéenne. Merci d'être à nos côtés. Et je vous souhaite un bon retour. Alors ceux qui restent, nous avons un colloque qui va suivre sur colloque jeunesse, précarité, émancipation, engagement des jeunes pour une politique régionale de la jeunesse en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est à 17h30 précise dans cette salle. On va sans doute être dans l'obligation de bouger un peu la configuration. Il n'y a plus de placement, hein, donc, mais on sera là d'ici donc à 17h30 très précise. Alors, eh ben, vous aussi, un petit souvenir.